Saviez-vous que le film Le Rituel, sorti en 2025, avait pour tête d'affiche nul autre qu'Al Pacino? C'était la réinterprétation moderne de l'un des cas d'exorcisme réel les plus largement documentés de l'histoire de l'humanité. Mais ne nous avançons pas. L'affaire d'Anna Eklund, comme l'ont rapporté de nombreuses sources, remonte aux premières années du XXe siècle. Et elle a eu un tel impact sur la société américaine qu'elle est finalement devenue la référence classique du trope de la femme assiégée par des démons. On dit que William Peter Blatty s'est inspiré de l'affaire de Rolando pour écrire une grande partie de son roman L'Exorciste, et que le reste a été complété avec les fragments connus de l'histoire d'Anna. Est-il vrai qu'un précédent existe en Italie où le même démon aurait tourmenté une autre femme, Anna Eklund? A-t-elle pu se libérer définitivement du mal? Son cas est-il une véritable démonstration que les possessions démoniaques existent ou un exemple de leur gestion? Les symptômes d'Anna pourraient facilement s'expliquer à la lumière actuelle de la psychiatrie. Quel rôle ont joué dans cette histoire le père et la tante de la victime? Bienvenue dans l'affaire de l'exorcisme d'Anna Eklund. Commençons. La mystérieuse Anna. Beaucoup des informations qui circulent à propos d'Anna Eklund sont contradictoires et difficiles à vérifier. Et ce n'est pas étonnant. Une affaire de ce genre aux États-Unis des années 20, dans un environnement marqué par la pauvreté et la marginalité, est difficile à retracer. Pourtant, l'histoire qui nous réunit aujourd'hui a été analysée par une bibliothèque entière d'auteurs. Son cas, en fait, est l'un des exemples les plus récurrents dans les manuels d'exorcisme, car il est considéré comme un exemple archétypal de possession démoniaque. Mais passons à l'histoire, telle qu'elle a pu être reconstituée au fil du temps. Il convient de préciser qu'Anna Eklund n'est pas un vrai nom, mais l'un des nombreux pseudonymes sous lesquels l'histoire de cette jeune femme torturée s'est popularisée. On l'a également appelée Mary X, et il est même supposé que son vrai nom pourrait être Emma Schmidt. Quoi qu'il en soit, ce dernier était un nom très courant à Marathon, un village situé dans le Wisconsin, qui a vu affluer des vagues d'immigrants venus d'Europe au début des années 1900. Ce phénomène s'est intensifié après la Première Guerre mondiale, et petit à petit, Marathon est devenu une enclave classique d'Allemands et de Suisses nouvellement arrivés sur le nouveau continent. Il est difficile d'établir l'origine exacte d'Anna, bien que certaines hypothèses suggèrent qu'elle est née à Milwaukee le 23 mars 1882, tandis que d'autres affirment que son lieu de naissance était la Suisse. Et elle est arrivée dans le Wisconsin en 1884. Au-delà de ces incohérences, propres à une histoire qui est restée longtemps enfermée sous 7 clés, ce qui est certain, c'est qu'Anna a vécu une enfance difficile. C'était une époque où être enfant signifiait presque toujours passer par les pires traumatismes qui allaient marquer l'avenir de la vie adulte. Si toutefois on atteignait cette étape, le cas d'Anna n'a pas fait exception. Elle était la fille, selon les sources les plus documentées, de Jacob et Anna Schmid, et ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler un mariage heureux et idyllique. Les difficultés économiques étaient extrêmes et le rôle de Jacob devenait de plus en plus sombre. Loin de vouloir faire avancer sa famille, c'était un homme alcoolique et problématique, difficile à vivre et violent avec sa petite fille, tandis que la mère était plus protectrice. Elle appartenait à un cercle chrétien qui voyait d'un très mauvais œil les attitudes de Jacob à Marathon. Déjà à cette époque, une fracture difficile à combler s'était installée entre catholiques et luthériens, qui menait parfois à des actes de vandalisme et à des affrontements. Et, comme vous pouvez l'imaginer, on pense que les parents d'Anna étaient divisés entre ces deux factions. Jacob était protestant, tandis que son épouse professait la foi catholique, mais leurs différences allaient bien au-delà du domaine religieux. Et cela allait se révéler avec le temps. Anna, quant à elle, grandissait dans un environnement assez oppressant et, par moments, extrême. On ne saura jamais s'ils ont reçu une instruction scolaire ou s'ils savaient lire et écrire. Mais on sait qu'elle a vécu un moment, alors qu'elle n'avait que 8 ans, qui allait changer sa vie à jamais, et pas pour le meilleur. Alors que la fillette commençait à peine à comprendre certaines choses du monde, la tragédie frappa à la porte de sa maison. Sa mère est morte subitement et pour des raisons inconnues, qui allaient être révélées de la manière la plus troublante de nombreuses années plus tard. À cette époque, il était impensable qu'un homme prenne en charge une fille, et encore moins dans le cas de Jacob. C'est pourquoi le jeune homme décida de la confier aux soins de Mina, une tante du côté maternel. Le lien entre Mina et Jacob était assez ambigu et gênant.
Mais n'était-ce pas cela qui troublait le plus la communauté de Marathon? Ce qui faisait vraiment de Mina une personne rejetée par sa communauté, c'était sa réputation de sorcière. Pendant un certain temps, Anna réussit, grâce à son innocence et à sa naïveté enfantine, à maintenir en équilibre le monde qu'on lui avait légué et l'influence qu'il exerçait sur elle, le nouvel écosystème auquel elle s'était intégrée. La petite continuait d'aller à l'église et gardait sa tante à une distance prudente, sans savoir les conséquences inattendues que cette figure finirait par avoir dans sa vie. Tôt ou tard, on pense que les premiers signes que quelque chose n'allait pas chez Anna ont commencé à apparaître pendant son adolescence. Lorsqu'elle avait environ 16 ans, elle a commencé à ressentir une aversion croissante pour les signes religieux. Cela paraissait très étrange, étant donné qu'Anna avait toujours gardé une foi inébranlable contre toute attente tout au long de sa vie. Elle ressentait soudain un profond malaise à l'église et avait régulièrement de violentes réactions physiques et mentales en voyant des statues du Christ ou de la Vierge. Certains textes de l'époque affirment qu'à chaque fois qu'elle entrait à la messe, Anna commençait à ressentir des vertiges et même à avoir de violentes convulsions près de l'autel. Mais le pire arrivait à la tombée de la nuit. Elle souffrait de sombres cauchemars qui étaient plutôt des visions effrayantes, remplies de flammes et d'ombres furtives. Chaque nuit, Anna était attaquée par des figures démoniaques qui ne semblaient pas être uniquement dans ses rêves. Elle avait des symptômes évidents sur son corps chaque fois qu'elle se réveillait, et lentement, ses rencontres nocturnes traumatisantes commencèrent à prendre un caractère de plus en plus sexuel. En d'autres termes, Anna voyait et sentait qu'elle était abusée par des entités de l'au-delà, qui lui parlaient à l'oreille avec des voix grotesques et dans des langues qu'elle ne comprenait pas. Avec un regard actuel et plus sceptique, on pourrait peut-être commencer ici à repérer les traces d'un traumatisme. Peut-être, après tout, Anna sublimait sous forme de rêve ce qu'elle subissait réellement dans sa vie quotidienne. Peut-être que quelqu'un de l'entourage proche d'Anna abusait d'elle et que toute cette situation provoquait de terribles séquelles dans sa psyché. Mais d'autres analystes de l'affaire affirment qu'il s'agissait tout simplement du premier contact de la pauvre adolescente avec le diable. Un lien qui ne la laisserait pas libre pendant de longues années à venir. Lorsque le prêtre qui tenterait de combattre ce cas est entré en scène, la situation était incontrôlable. Anna s'était transformée en une personne presque méconnaissable. Selon les gens de sa région, elle accomplissait des actes sexuels atroces. Et certains commençaient déjà à murmurer que tout avait pour origine sa tante Mina. Certains récits évoquaient déjà une théorie qui prendrait de l'ampleur avec le temps. La femme qui était censée veiller sur la sécurité d'Anna était en train de lui jeter un sort. On disait qu'elle lui préparait des breuvages d'herbes, en fait des sorts pour livrer la jeune fille à Satan. Mais pourquoi la haïssait-elle autant? Au-delà de cela, il y avait un problème évident. Aussi inquiétant que soit l'état d'Anna, personne ne semblait veiller sur elle. Ses tuteurs étaient des êtres méprisés par la communauté, et cela même faisait que la jeune fille était de plus en plus isolée. Ils avaient consulté occasionnellement un médecin de la région. Cependant, personne dans le domaine scientifique de l'époque ne pouvait établir un diagnostic précis. Cela finit par attirer l'attention d'un prêtre nouvellement arrivé dans la région, nommé Theophilos Reisinger, né en Bavière. Reisinger était un homme de foi, mais aussi un paria. Contrairement à d'autres prêtres, il avait ressenti l'appel de la foi alors qu'il était déjà adulte et il fut ordonné prêtre, à un âge où la plupart des curés pourraient déjà être considérés comme, en d'autres termes, un vieux curé. Et cela ne serait pas si étrange si ce n'était aussi parce qu'il avait des passe-temps qui suscitaient une certaine méfiance parmi les siens. Il était fasciné par les rituels d'exorcisme. On dit qu'on l'avait envoyé dans ce village reculé parce que son intérêt pour l'occulte suscitait des rumeurs et des soupçons. Mais comme un signe du destin, Reisinger est arrivé exactement là où il pourrait mettre à l'épreuve toutes ses connaissances. Dès qu'il a commencé à analyser le cas d'Anna, il a cru être face à la preuve la plus évidente de l'existence des possessions démoniaques. Il s'est dit sans détour qu'il ne restait plus qu'une chose à faire, se mettre au travail. C'est ainsi qu'il a fixé la date de l'exorcisme au 18 juin 1912, convaincu qu'il réussirait à expulser ce démon du corps de la jeune fille. À cette époque-là, Reisinger affirmait déjà avoir participé à plus d'une dizaine d'exorcismes, mais ce qu'il était sur le point de vivre dépasserait toutes ses prévisions. Il a constaté qu'Anna distinguait de façon totalement inexplicable les objets qui avaient été touchés par l'eau bénite de ceux qui ne l'avaient pas été. Et ses réactions virulentes, grossières et de plus en plus démentes ne correspondaient à aucune norme médicale de l'époque.
Peu de détails ont filtré de ce premier exorcisme, mais on pense qu'il s'est agi d'un processus normal et sans incident, un processus surtout couronné de succès. En peu de temps, Anna semblait avoir été délivrée de tout mal. Peut-être que le prêtre a péché par excès de confiance, mais au cours des 16 années suivantes, l'histoire semblait lui donner raison. Anna semblait être redevenue normale. Elle recommençait à participer activement à l'église et avait réussi à remettre sa vie sur les rails, laissant dans l'oubli tout ce qui s'était passé pendant son adolescence. Et ici, notre récit aurait pu se terminer si ce n'était parce qu'en 1918, son père, Jacob, est mort, ce qui aurait pu représenter une libération pour sa fille. Cela sembla être la porte d'entrée vers un nouvel abîme pour Mina. On ne sut pas exactement ce qui s'était passé, mais à Marathon, on racontait une histoire troublante concernant les dernières minutes de vie du tristement célèbre Jacob. Les mauvaises langues disaient que sur son lit de mort, l'homme avait juré, avec de la fureur dans le regard, qu'il reviendrait d'entre les morts. Et c'est ainsi que notre histoire revient au commencement. Le démon revient. Progressivement, les symptômes physiques et mentaux d'Anna réapparurent. D'abord des malaises vagues, une perte d'appétit et des changements visibles dans son apparence. Mais dès 1928, la situation devint insoutenable. C'était comme revivre ces mois funestes précédant l'exorcisme, mais en bien pire. Elle ne s'évanouissait plus à l'église, mais elle crachait et vomissait directement. Son agressivité était à fleur de peau et elle semblait devenir un danger imminent pour elle-même et pour tous ceux qui l'entouraient. Alors, ils ont décidé de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, mais même dans ce lieu de confinement, ils n'ont pas pu la maîtriser. Parfois, 5 hommes essayaient de la maîtriser pendant ses accès de colère, et c'est elle qui finissait par l'emporter. La nuit, elle entendait de nouveau des voix et avait des comportements sexuels qui attirèrent l'attention, même dans un hospice réservé aux patients atteints de toutes sortes de pathologies mentales. On pense qu'elle est restée dans cette situation pendant environ 4 mois, jusqu'à ce que finalement quelqu'un contacte le père Reisinger et lui annonce que cette jeune fille de Marathon était plus mal en point que jamais. Il sut que le démon était revenu et que cette fois, il était plus fort, et peut-être qu'il n'était pas seul. Un fait intéressant qui apparaît à ce stade, c'est que parmi les voix et les présences qui harcelaient la femme la nuit, les figures de son père et de sa tante apparaissaient constamment. Pour le prêtre, c'était un signe suffisant pour revenir sur le terrain et planifier un nouvel exorcisme, cette fois avec des renforts. Le père, Joseph Stiger, résidait à cette époque dans l'Iowa et était l'un des rares amis que Reisinger avait. Il avait confiance en lui et lui demanda de l'aider à accomplir une tâche d'exorcisme qui, il en était certain, ne serait pas contre un seul démon, mais contre toute une légion. Stiger accepta le défi et les 2 prêtres transférèrent en secret Anna de l'hôpital psychiatrique à un couvent des sœurs franciscaines à Erling, le minuscule village que Stiger connaissait également. Dans une petite pièce isolée, Anna fut attachée et la cérémonie commença. Le rituel, qui ne serait pas seulement dirigé par les 2 prêtres, mais qui compterait également sur la présence d'un groupe de religieuses volontaires. Les pauvres femmes devinrent des témoins directs du chaos qui éclata entre ces 4 murs dès que les prêtres commencèrent à lire les anciens écrits. Le 18 août 1928, une série de plusieurs exorcismes particulièrement violents et qui deviendraient par la suite emblématiques pour le cinéma débuta. Anna criait, se tordait, mais elle lévitait aussi et grimpait au mur. Les doutes qui tourmentent les prêtres dans les films inspirés de cette affaire étaient également très présents. Dans cette petite chambre à Erling, tout le couvent était plongé dans une tension permanente. Depuis n'importe quel coin du bâtiment, on entendait les cris d'Anna et des objets se brisaient tout seuls ou volaient dans les airs. Comme si une force irrésistible avait été déchaînée en ce lieu. Benny, Reisinger, qui essayait de garder son calme pour ne pas paraître vulnérable devant les démons. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Anna parlait toutes sortes de langues qu'il connaissait bien et qu'il était impossible que cette jeune fille illettrée maîtrise. Il la voyait aussi vomir constamment des feuilles de tabac ou d'autres objets qu'elle n'avait pas ingérés. Rien que la première séance de l'exorcisme s'est prolongée pendant 8 jours. Les prêtres et les religieuses ont commencé à ressentir les séquelles d'un tel processus. Les femmes étaient terrifiées par ce qu'elles avaient vu et doutaient d'avoir le courage nécessaire pour continuer à accompagner les prêtres. Stiger n'était pas beaucoup plus solide. Il ressentait un malaise croissant, une gêne qui se transformait en mélancolie, en rancœur envers Reisinger, et finalement il a commencé à sentir qu'il perdait la foi. Tous ceux qui restaient au couvent étaient assiégés.
Ils entendaient les mêmes bruits, voix et griffures qu'Anna avait racontées, et ils craignaient d'être traqués par les démons et de risquer d'être leur prochaine victime. Reisinger, quant à lui, savait qu'il avait déjà été vaincu par le démon une fois et que si cela se reproduisait, il n'y aurait plus de retour possible. Serait-il condamné? Il y eut 2 autres séances, dont une qui dut être interrompue le 20 septembre parce qu'une des religieuses semblait présenter des signes de possession, et une 3e et dernière séance de 8 jours, qui dura du 15 au 23 décembre 1928. Alors, des progrès commencèrent à être observés devant le groupe de fidèles épuisés. À un moment donné, alors que le corps d'Anna s'élevait du lit et semblait gonfler, Reisinger parvint à faire identifier le démon. Il déclara être Belzébuth, Judas Iscariote et finalement Jacob, le propre père d'Anna. La voix de la possédée prit aussi le ton de sa tante Mina, et Reisinger comprit qu'elle s'ouvrait devant lui. Une histoire familiale sombre qui donnait origine et sens à tout ce qu'ils observaient selon ce qu'on a pu reconstituer à partir du dialogue haché et cryptique entre le prêtre et les supposés démons. Jacob avait abusé de sa propre fille et la tante Mina avait participé à cela. En fait, on pense que Mina a empoisonné la mère d'Anna dans le but de garder Jacob pour elle, mais celui-ci s'intéressait davantage à la fillette. Cela aurait éveillé la fureur de Mina, qui aurait alors décidé de livrer sa nièce au diable. C'était l'explication d'un sinistre complot entre 2 adultes qui n'auraient eu aucun scrupule à utiliser, manipuler et abuser d'une mineure. Le dernier jour du rituel, alors que l'année touchait à sa fin, Reisinger sembla trouver la voie de sortie à la souffrance d'Anna. Lors de la dernière séance, le corps de la femme a lévité au-dessus du lit, comme tant de fois auparavant, mais le prêtre n'a pas interrompu ses prières, tandis qu'au couvent, les objets continuaient de voler et les fenêtres explosaient. Depuis longtemps, il avait fallu suspendre la messe à cause des bruits que l'on entendait partout ce 23 décembre, quelques heures avant la veille de Noël. On raconte qu'aux alentours de 11 heures du soir, on a entendu les derniers cris de Jacob et Mina, et finalement, le corps d'Anna a été libéré. Les objets ont cessé de bouger. La jeune fille est retombée sur le lit et le couvent s'est empli d'une odeur de fleurs. Ces récits se sont transmis de bouche à oreille, certains ayant été recueillis dans les mémoires des prêtres et dans les témoignages de ceux qui ont eu un contact avec l'affaire. Mais tout cela est un puzzle difficile à déchiffrer. Et la grande question était, si le premier exorcisme n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qui garantissait que celui-ci allait marcher? Fin. Apparemment, la vie d'Anna après ce rituel n'est jamais vraiment redevenue normale. On pense qu'Anna est morte le 23 juillet 1941 à l'âge de 59 ans, bien que d'autres sources, qui attribuent son identité à celle d'une autre femme, affirment qu'elle est décédée à 81 ans en 1964. On n'a jamais su qui elle était. Elle n'a jamais donné d'interview et on ignore ce qui s'est passé dans cette chambre du couvent. Le père Reisinger a publié ses mémoires en 1935 et il a dit qu'il a continué à exorciser Anna pendant plusieurs années encore, faisant de ce cas la possession la plus longue jamais documentée. Et il y a encore un détail de plus dans cette histoire. On pense que toute cette histoire a commencé en 1920 en Italie, plus précisément dans la ville de Placenza. Un prêtre du nom de Véronèse avait reçu une femme étrange qui était arrivée seule au couvent de Santa Maria et était entrée en flottant. Elle n'était pas violente, mais elle était troublante. Elle grimpait sur les statues religieuses comme un insecte. Elle chantait d'une voix angélique dans des langues inconnues et rampait le long des colonnes pour parler aux prêtres. Depuis le haut du toit de l'église véronèse, il n'avait pas peur, mais il a accepté de l'exorciser et a obtenu une information qui prendrait tout son sens plus tard. Le démon qui disait habiter cette femme a assuré qu'il partirait parce qu'il avait déjà un autre endroit où s'installer, l'Amérique. Certains pensent que ce fut l'origine de la possession d'Anna Eklund. L'être qui finirait par habiter en elle l'avait choisi depuis longtemps, peut-être invoqué par les sombres pouvoirs de sa tante tant pleurée. Ceux qui soutiennent cette idée sont convaincus que les exorcismes ne sont jamais un moyen de vaincre le mal, mais plutôt un moyen de forcer les entités à partir. Elles continuent d'errer à la recherche de nouveaux hôtes. Si cela est vrai, le tableau est terrifiant et décourageant. Cela signifie simplement que les démons sortis d'Anna ont continué leur chemin. Quels autres dégâts auront-ils causés? Combien de vies innocentes auront-ils bouleversées? Quels destins inconnus auront-ils rencontrés? Quelles autres histoires de possession sont tombées dans l'oubli sans que personne ne les documente? Et, plus important encore, nous apprendrons bientôt qui sont leurs nouvelles victimes. Peut-on arrêter un ennemi doté de telles qualités? Franchement, qui sera le prochain?